ma sœur a volé mon mari, mon travail et mes enfants puis j'ai découvert le secret à 74 millions d'euros de mon oncle décédé. Je vivais dans un box de stockage de 1,5 par 3 mètres, mangeant de la soupe froide directement à la boîte quand j'ai trouvé la mallette à mon nom. 6 mois plus tôt, j'avais un mari, 2 enfants, une maison remplie de rire et un travail que j'aimais. Puis ma sœur a tout pris. Mon mari, ma carrière, même mes enfants. Elle a appelé ça le destin. Lui, une promotion. Moi, j'ai appelé ça le jour où j'ai cessé de croire en la famille. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de mon ex-mari. Tu mourras pauvre et seul. J'ai failli le croire, jusqu'à ce que j'ouvre de force cette mallette et que je vois les liasses de billets et une lettre de mon oncle décédé. Ce n'est que de l'argent pour le voyage. La vraie fortune attend à ses coordonnées. Ce que j'ai trouvé à ses coordonnées n'a pas seulement changé ma vie. Cela a changé tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la trahison et les liens du sang. Je m'appelle Émilie Hartmann et il y a 6 mois, ma vie semblait parfaite de l'extérieur. J'étais mariée à Ethan, un charmant chef de projet dont le sourire poussait les gens à lui faire confiance trop facilement. Nous avions 2 magnifiques enfants, Liam, 14 ans, qui adorait le football américain, et Sophie, 10 ans, qui dormait encore avec son lapin en peluche. Nous vivions dans une confortable maison à 2 étages à Riverbank, en Oregon, avec des volets bleus et une balancelle de Porsche qu'Ethan avait construite lui-même. Je travaillais comme conceptrice senior chez Riverbank Architecture, un cabinet que j'avais aidé à développer depuis le début. Ironiquement, ma sœur cadette, Chloé, y travaillait aussi. Tout le monde l'admirait, elle était la plus confiante, l'âme du bureau. Je pensais que nous formions une équipe, 2 sœurs contre le monde, jusqu'à ce jeudi. C'était en fin d'après-midi quand un email anonyme a atterri dans ma boîte de réception avec pour objet « Vous méritez de savoir ». En pièces jointes, une seule photo, Ethan et Chloé s'embrassant sur le parking derrière notre bureau. Mon estomac s'est noué. Ma première pensée fut « Ça doit être un montage ». Ma seconde, pourquoi l'arrière-plan me semble-t-il si familier ? J'ai quitté mon bureau en tremblant. Le temps que j'arrive à la maison, j'avais l'impression d'avoir la poitrine remplie d'éclats de verre. Ethan était dans la cuisine, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. « Ethan » ai-je murmuré, en lui montrant mon téléphone. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a jeté un coup d'œil à la photo, a soupiré et a posé son téléphone. « Émilie, ne fais pas de scène. »« Une scène » ai-je dit, ma voix se brisant. « C'est ma sœur. » Il s'est frotté les tempes comme si le problème venait de moi. « Tu étais toujours si occupée, si distante. » Chloé, elle, me comprend. Ce n'était pas censé arriver, mais c'est arrivé. Je suis restée là, figée, tandis que chaque souvenir de dîner de famille, de vacances et de rire partagé s'effondrait sur lui-même. Quand Chloé est arrivée au bureau le lendemain, elle n'avait même pas l'air d'avoir honte. Elle est entrée avec une nouvelle coupe de cheveux, la main sur le bras d'Ethan. Le lundi, mon patron m'a convoqué. Nous avons décidé de prendre une nouvelle direction, a-t-il dit doucement. Chloé va reprendre votre poste. Ce n'était pas une nouvelle direction. C'était l'exil. En quelques semaines, Ethan a demandé le divorce. Il a utilisé tous les mensonges possibles, j'étais instable, négligente, obsédée par mon travail. Il a obtenu la maison, la garde des enfants, et ma sœur souriait à ses côtés au tribunal. Le soir où les papiers ont été finalisés, je me tenais sous la pluie devant le palais de justice, agrippant un parapluie qui refusait de s'ouvrir. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Ethan. Tu mourras pauvre et seule. Chloé est déjà une meilleure mère pour nos enfants que tu ne l'as jamais été. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé, silencieusement, complètement. Et pourtant, je ne le savais pas encore. Mais le moment où j'ai tout perdu a été le moment où ma véritable histoire a commencé. Après ce texto, j'ai cessé de me sentir comme une personne. J'étais une ombre hantant ma propre vie. Un fantôme debout devant la fenêtre d'une famille qui était autrefois la mienne. Ethan et Chloé ont emménagé dans notre maison. Les enfants sont restés avec eux. Les photos de football de Liam ont recommencé à apparaître en ligne, sauf que maintenant, Ethan était dessus, souriant comme si rien ne s'était passé. Sophie avait l'air plus petite, plus silencieuse.
Quand j'appelais, Chloé répondait et disait calmement, « Ils vont bien, Émilie. Il vaut peut-être mieux que tu leur laisses de l'espace. » Laisser de l'espace à leur propre mère. En quelques semaines, mes économies ont disparu en frais d'avocat et en un loyer que je ne pouvais pas me permettre. Puis j'ai reçu la lettre. Mon indemnité de licenciement avait été ajustée pour faute professionnelle. Il disait que j'avais accédé à des fichiers privés de l'entreprise. Chloé s'en était assurée. Je me souviens m'être trouvée à l'épicerie ce jour-là, tenant une brique de lait, réalisant que ma carte de débit serait refusée. Le monde a tourné, et j'ai dû m'agripper au chariot pour ne pas tomber. Je suis sortie les mains vides. À la fin du mois, je dormais dans ma voiture derrière un restaurant fermé, utilisant les toilettes pour me laver le visage. Quand le propriétaire m'a surprise un matin, il m'a dit gentiment, « Il y a un endroit près de l'autoroute. Des box de stockage, c'est calme, pas cher. » C'est comme ça que je me suis retrouvée là, dans le box 32B. 3 mètres de long, 1,5 mètre de large, juste assez pour un lit de camp, une lanterne et 2 cartons de vêtements. Les murs sentaient le métal et la vieille fumée de cigarettes. J'utilisais un réchaud de camping pour chauffer de la soupe et j'empruntais le Wi-Fi de la station-service de l'autre côté de la rue. Chaque nuit, je m'endormais au son de la pluie tapotant le mince toit, me murmurant que je ne serais jamais rien de plus que ça, une femme oubliée par sa propre famille. Mais ensuite, cette nuit est arrivée. J'avais vendu mon alliance pour environ 37 € chez un prêteur sur gage et utilisé la moitié pour mettre de l'essence dans ma petite voiture. Quand je suis retournée au box, le faisceau de ma lampe de poche a capté quelque chose derrière une chaise cassée, un éclat de cuir marron, une vieille mallette couverte de poussière, la poignée fissurée. Je l'ai sortie et j'ai failli la laisser tomber quand j'ai vu l'étiquette à bagages. Émilie J. Hartmann. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais jamais possédé une telle chose. La serrure était ancienne, avec un code à 3 chiffres. J'ai essayé 101, ma date de naissance, notre date de mariage. Rien ne fonctionnait. Je l'ai mise de côté, m'enveloppant dans une couverture, mais le sommeil ne venait pas. Le silence pesait sur moi, lourd comme la culpabilité. Dehors, le vent hurlait à travers les fentes de la porte métallique. Finalement, vers 2 heures du matin, je me suis assise, j'ai attrapé mon tournevis et j'ai murmuré, « Tu as tout pris, Ethan. » Mais peut-être pas ça. Le verrou s'est ouvert avec un clic métallique. À l'intérieur, quelque chose brillait à la faible lueur de la lanterne, des liasses de billets de 100 $ impeccables, et une note jaunie pliée soigneusement sur le dessus. Cette nuit-là, dans un box de stockage froid au milieu de nulle part, j'ai appris que parfois, l'univers ne murmure pas. Parfois, il vous laisse un message et vous met au défi de le suivre. Mes mains tremblaient si fort que le papier a failli se déchirer entre mes doigts. L'écriture était irrégulière, mais familière, des boucles qui penchaient trop à droite, comme si l'auteur était pressé. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Émilie, commençait la note. Si tu lis ceci, c'est que tu as tout perdu. Tant mieux. Ce n'est que lorsque les mensonges sont dépouillés que l'on peut voir la vérité. L'argent dans cette mallette est pour le voyage. La vraie fortune, et la vérité sur la mort de ton père, attendent à ses coordonnées dans le Montana. En bas, à l'encre pâlie, une signature. Oncle Raymond. Pendant une seconde, je ne pouvais plus respirer. Oncle Raymond était le frère aîné de mon père, un vétéran de guerre revenu du Vietnam à moitié brisé, paranoïaque et distant. Quand j'étais petite, il venait pour Thanksgiving, marmonnant des histoires de loups et de costumes et avertissant mon père de surveiller ses arrières. Après l'accident de mon père à la Syrie, Raymond a disparu dans les montagnes. Tout le monde disait qu'il était devenu fou. J'avais l'habitude de les croire. Maintenant, assise là, dans la lueur tamisée de ma lanterne, je n'en étais plus si sûre. J'ai déplié le reste du papier. Des coordonnées étaient griffonnées en bas. 47,0916 nord, 113,9 1948 ouest. Timberwolf Trail, Montana. Le Montana, à près de 1600 km de là. J'ai ri amèrement. Bien sûr, oncle Raymond, juste une petite virée en voiture, ai-je marmonné. Mais quelque chose dans cette phrase, la vérité sur la mort de ton père, me brûlait la poitrine.
La mort de mon père n'avait jamais eu de sens. Le rapport d'accident de la Syrie était plein d'incohérences. Mais chaque fois que je posais des questions en grandissant, maman devenait pâle et murmurait « Laisse les morts reposer en paix, Émilie ». Maintenant, je me demandais si elle avait eu peur. J'ai compté l'argent. Environ 45 000 € en liasses bien rangées, scellées avec des bandes de papier d'une banque locale. Ce n'était pas de l'argent de la drogue. Les billets étaient trop neufs, trop ordonnés. La note n'était pas une blague. C'était réel. J'ai passé le reste de la nuit à faire les 100 pas sur le sol étroit du box, serrant la lettre comme une bouée de sauvetage. Que voulait-il dire par « fortune » ? Raymond avait-il de l'argent ? Ou était-ce autre chose ? Des preuves, peut-être ? Quand l'aube s'est glissée à travers les lamelles de métal, j'ai pris ma décision. J'ai vendu mes derniers bijoux, j'ai rempli un sac de sport avec des vêtements, une lampe de poche et une carte routière. J'ai acheté un vieux Ford Escape à un homme qui n'a pas posé de questions. En faisant le plein, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Des yeux creux, la peau pâle. Mais derrière cela, quelque chose de nouveau. Une lueur que je n'avais pas vue depuis des mois. L'espoir. Avant de m'engager sur l'autoroute, j'ai jeté un dernier regard au terrain de stockage, mon cocon de béton. Adieu, le fond du trou, ai-je murmuré. Il est temps de découvrir ce que tu cachais. Puis j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai conduit vers la seule chose qui avait encore un sens, la vérité. Le trajet de l'Oregon au Montana m'a semblé être une traversée des vestiges de mon ancienne vie. Chaque borne kilométrique était un adieu à Ethan, à Chloé, à la femme qui croyait autrefois que l'amour signifiait la sécurité. Je suis parti avant le lever du soleil. Les 45 000 € étaient scellés dans un sac en plastique sous le siège passager. Chaque fois que je heurtais une bosse, la mallette cliquetait comme si elle était vivante, me chuchotant « Continue ». Le café des stations-service est devenu mon petit déjeuner. La gentillesse des inconnus dans les motels. J'ai traversé d'interminables forêts de pins, des villes saupoudrées de neige et des routes si désertes que le grésillement de la radio me tenait compagnie. La nuit, quand la route se fondait dans l'obscurité, je me surprenais à imaginer mes enfants. Le rire de Liam. La voix endormie de Sophie disant « Bonne nuit, maman ». Puis je me souvenais de Chloé brossant les cheveux de Sophie de la même manière que je le faisais, et ma prise sur le volant se resserrait jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le 3e jour, l'air avait changé. Plus fin, plus froid, plus sauvage. Le signal GPS a disparu juste à l'extérieur du comté de Flathead. L'écran a clignoté, pas de service. Comme pour m'avertir. À partir de maintenant, tu es seul. Les coordonnées menaient à un chemin de terre caché derrière un enchevêtrement d'épicéas. Timberwolf Trail. Le nom de la lettre. Je m'y suis engagé lentement. La route ressemblait plus à une cicatrice à travers la forêt, inégale et étroite, les pneus crissant sur le sol gelé. Après environ 800 mètres, je l'ai vue, une barrière rouge rouillée, suspendue de travers sur ses gonds, un panneau, propriété privée, délavé se balançant dans le vent. Mon cœur battait la chamade. Je suis sorti de la voiture, la neige craquant sous mes bottes, et j'ai essayé la clé qui avait été collée sous la mallette. Elle rentrait. La barrière a grincé, un son comme le gémissement de quelque chose d'ancien qui se réveille. Au-delà, le monde est devenu silencieux. Pas de voiture, pas de vent, juste le bruissement de la neige tombant des branches. J'ai suivi le chemin à pied, mon souffle formant un nuage devant moi. Les bois se sont refermés, avalant la faible lumière. Puis, exactement comme le disait la note, je l'ai trouvé, un énorme rocher, déchiqueté et gris, ayant la forme indubitable d'une tête d'ours regardant le ciel. Derrière lui, à moitié enfoui dans la neige, se trouvait une cabane. Pas une vieille bicoque, mais une structure solide et moderne avec des volets métalliques, des panneaux solaires sur le toit et un générateur qui bourdonnait encore faiblement. Pendant un long moment, je suis resté là à regarder, mon pouls martelant dans mes oreilles. « Oncle Raymond » ai-je murmuré. « Bon sang, qu'est-ce que tu fabriquais ici ?» J'ai monté les marches, mes doigts tremblants en atteignant la poignée. Elle était froide, trop froide. Je l'ai tournée. La porte s'est ouverte facilement, comme si elle m'attendait.
Et quand je suis entrée, j'ai su que je n'avais pas seulement trouvé une cabane. J'étais entrée tout droit dans un secret que ma famille enterrait depuis des décennies. L'air à l'intérieur de la cabane était vif, sec et sentait légèrement la poussière et l'huile, comme un endroit scellé depuis trop longtemps. J'ai allumé ma lampe de poche et le faisceau a heurté un mur couvert de photographies, de coupures de journaux et de notes manuscrites. Des fils de laine rouge reliaient des visages, des noms, des dates. J'ai eu le souffle coupé. Cela ressemblait au cauchemar d'un détective ou à l'obsession d'un génie. Au centre, il y avait une photo de mon père, James Hartman, serrant la main d'un autre homme devant une scierie. La légende, écrite avec l'écriture familière de l'oncle Raymond, disait « Contrat de partenariat, 1987. James Hartman et Richard Caldwell. » Richard Caldwell, le père d'Ethan. Cette vision me retourna l'estomac. Mon père était mort dans un accident à la scierie cette même année. Le même homme qui se tenait souriant à ses côtés sur la photo avait ensuite bâti Caldwell Industries, la société qui possédait la moitié de la ville. J'ai déplacé la lampe de poche, suivant le fil rouge. Il menait à un dossier épinglé sous une autre note. Ils l'ont tué pour les droits. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai ouvert le dossier et j'ai trouvé des copies de rapports de police, de registres d'entretien et de formulaires d'assurance. Selon les documents, mon père avait refusé de vendre sa part des droits miniers sous le terrain de la scierie. La veille de sa mort, il avait signé des papiers protégeant sa propriété et nommant Raymond comme témoin. Le lendemain matin, l'accident s'est produit. Une chargeuse défectueuse l'a écrasé sur le coup. Mais les notes de Raymond racontaient une autre histoire. Entretien de la chargeuse 24 heures plus tôt. Système de sécurité saboté. Police d'assurance augmentée par Caldwell Senior 3 mois auparavant. J'ai dégluti difficilement. Oh mon Dieu, papa. Sur le mur opposé, une autre section était intitulée « C'est Hartman ». Mes mains tremblaient en la parcourant, des photos de Chloé, ma sœur, datant de plusieurs années. Une d'elles a 17 ans, devant un café avec Richard Caldwell. Une autre à 20 ans, signant quelque chose un chèque de Caldwell Enterprises. Niché entre les photos se trouvait un petit magnétophone. L'étiquette indiquait « Riverside Motel 2011 ». J'ai appuyé sur lecture, du grésillement. Puis la voix de Chloé. Elle me fait entièrement confiance. Ethan est déjà en train de tomber amoureux de moi. Une autre voix, plus profonde, plus âgée Richard Caldwell. Bien. Une fois qu'elle sera hors du tableau, Ethan héritera par le mariage. Et nous posséderons les droits miniers à travers les enfants. Fais en sorte qu'elle reste docile. Mes genoux ont flanché. Le magnétophone m'est tombé des mains. Chloé ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait été formée, préparée par le père d'Ethan pour détruire notre famille. Pour s'assurer la fortune que mon père était mort en protégeant. J'ai titubé jusqu'au bureau, m'agrippant au bord pour rester debout. C'est là que j'ai vu une enveloppe scellée, soigneusement étiquetée, instruction finale pour Émilie uniquement. À l'intérieur se trouvait un document légal, le testament de l'oncle Raymond. Il me léguait tout. Ses terres, ses comptes et autre chose, la propriété des droits miniers Hartman. Valeur estimée, plus de 74 millions d'euros. Les larmes ont brouillé ma vision. Toutes ces années, on m'avait dit que j'étais faible, naïve, brisée. Mais mon oncle connaissait la vérité. Il m'avait préparé, attendant que je trouve cet endroit. Et maintenant, je comprenais enfin ce qu'il voulait dire dans sa lettre. Quand les mensonges sont dépouillés, tu verras qui sont vraiment les loups. Oh, ma sœur, mon mari, leur famille. Ils n'avaient pas seulement volé ma vie. Ils avaient bâti leur empire sur la tombe de mon père. Pendant des heures, je suis restée assise dans la cabane, entourée de papiers qui redéfinissaient tout ce que je croyais savoir de ma vie. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres comme s'il portait les fantômes de tous ceux qui avaient gardé le silence. Sur le bureau, il y avait des boîtes pleines d'enregistrements étiquetés, de bordereaux bancaires et de clés USB, des années de preuves. Oncle Raymond avait tout documenté. Les paiements de Caldwell Industries à des juges, les comptes cachés aux îles Caïmans, même les emails entre Ethan et Chloé, dont les plus anciens dataient de plusieurs mois avant que je ne soupçonne quoi que ce soit. Mes mains tremblaient en lisant une des notes tapées de Raymond.
S'ils te détruisent, cela signifie que tu es proche de la vérité. Ne fuis pas, expose-les. Je voulais crier. Je voulais déchirer chaque document, les jeter dans la neige et tout oublier. Mais j'ai alors vu une photo, une qui m'a glacée. Moi, à mon mariage, radieuse et souriante. Derrière moi, dans la foule, se trouvait Richard Caldwell. Comment n'avais-je jamais remarqué qu'il avait été là tout le temps, observant mon mariage, ma carrière, même ma famille, toutes les pièces d'un puzzle qui se terminaient ici, dans cette cabane gelée. Je me suis affalée sur la chaise, la tête entre les mains. Pendant un long moment, je suis restée assise là, à écouter le bourdonnement du générateur. Quand j'ai finalement levé les yeux, j'ai vu une autre enveloppe collée sous le bureau. Dessus, mon oncle avait écrit d'une main tremblante, « Ton choix définit tout ». À l'intérieur se trouvaient 2 objets, une clé USB et une lettre d'une seule page. La lettre disait, « Émilie, je n'ai pas pu sauver ton père, mais je peux te donner la chance de te sauver toi-même. » Cette clé USB contient tous les dossiers de ce qu'ils ont fait assez pour faire tomber les Caldwell et leurs alliés. Tu peux prendre l'argent et disparaître. Recommencer à zéro. Personne ne t'en voudra. Ou tu peux finir ce que j'ai commencé. Mais comprends bien, la vérité te coûtera ta tranquillité avant de te libérer. Je fixais la clé USB dans ma paume, petite et d'apparence inoffensive. Pourtant, elle portait 40 ans de secrets, de sang, de trahison et de cupidité. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Entrer dans un poste de police? Appeler le FBI? Ils avaient le pouvoir, des avocats, des amis partout. Ils m'avaient déjà pris mes enfants. Et si je m'en prenais à eux, ils s'en prendraient à nouveau à moi. Mais je me suis souvenu de la voix de Liam quand il avait 5 ans, tirant sur ma manche à l'heure du coucher. Maman, papa dit que les méchants se font toujours attraper. Ma gorge s'est nouée. Ouais, ai-je murmuré dans la pièce vide. Ils se font attraper. J'ai rangé chaque dossier, chaque clé USB, chaque cassette dans un sac de sport. La neige dehors avait cessé de tomber et le ciel se teintait de nuances de gris et de rose. L'aube. En fermant la porte de la cabane derrière moi, j'ai jeté un dernier regard, non pas en guise d'adieu, mais comme une promesse. Oncle Raymond, ai-je murmuré. Tu n'as pas vécu assez longtemps pour finir ça, mais moi, je le ferai. Puis je suis montée dans la voiture, j'ai posé la clé USB sur le siège passager à côté de la mallette et j'ai démarré le moteur. Le temps d'atteindre à nouveau le réseau cellulaire, je savais exactement qui appeler. Bureau du FBI de Seattle, ai-je dit. J'ai des preuves d'une dissimulation qui dure depuis 30 ans, et je suis prête à parler. Il a fallu près de 5 mois pour que tout s'effondre. 5 mois d'appels téléphoniques, d'interrogatoires et de nuits où je dormais à peine. Le FBI m'a confié à l'agent Patricia Nola, une femme aux yeux gris perçants et à la patience d'un chirurgien. Au début, elle ne m'a pas cru. Elle avait probablement entendu une centaine d'histoires comme la mienne, des gens désespérés poursuivant des conspirations pour justifier leur douleur. Mais je lui ai ensuite remis les dossiers de l'oncle Raymond, la clé USB et la cassette, celle avec la voix de Chloé. Le lendemain, elle m'a rappelé, la voix basse et pressante. Émilie, c'est plus gros que nous le pensions. Vous devez rester discrète pour l'instant. Alors, je l'ai fait. Je suis restée invisible, une femme que personne ne remarquait dans un motel bon marché près de l'autoroute 2, vivant de plats à emporter et de cauchemars. Chaque semaine, l'agent Nola me tenait au courant par de brefs et prudents appels. Nous avons retracé les comptes. Nous avons assigné à comparaître les anciens dossiers d'assurance. Nous approchons du but. Puis un matin, je me suis réveillée au son de mon téléphone vibrant sur la table. C'est en train de se produire, a dit Nola. Restez où vous êtes. Allumez les infos. Sur l'écran, j'ai vu l'impossible. Ethan Caldwell, mon ex-mari, emmené menotté hors d'un country club. Les flashs des appareils photo, les journalistes criant son nom. Derrière lui, Richard Caldwell, pâle et furieux, se protégeant le visage, et Chloé, ma sœur, se couvrant la tête avec une veste alors que des agents l'escortaient dans un SUV noir. Le bandeau en bas de l'écran indiquait « Le FBI perquisitionne Caldwell Industries dans le cadre d'une enquête sur une fraude de 74 millions d'euros et la dissimulation d'un meurtre. »
Mes mains se sont engourdies. Je suis tombée sur le sol, riant et pleurant en même temps. Pendant des années, il m'avait tout pris, ma famille, mon travail, mes enfants, ma dignité, et maintenant, il faisait enfin face à la lumière. Mais la vraie tempête n'avait même pas encore commencé. 2 semaines plus tard, j'ai été assignée à témoigner. Le procès s'est tenu au tribunal fédéral de Seattle, bondé de journalistes, de caméras et de trop de visages curieux. Quand je suis entrée dans cette salle d'audience, j'ai eu l'impression que chaque pas était une bataille entre mon ancien moi et la femme que j'étais devenue. Ethan était assis au banc de la défense, portant un costume coûteux, l'air plus petit que dans mon souvenir. Son regard a croisé le mien une fraction de seconde, puis s'est détourné. Chloé était assise à côté de lui, les poignets tremblants, le mascara coulant. Lorsque le procureur a appelé mon nom, je suis allée à la barre. Veuillez décliner votre identité. Émilie Hartman. Mademoiselle Hartman, quel est votre lien avec les accusés? Ils sont ma famille, ai-je dit doucement. Oui, ils l'étaient. Je leur ai tout raconté. La liaison, le travail, le box de stockage, la mallette, la cabane, chaque mensonge, chaque pot de vin, chaque voix sur ces enregistrements. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grattement des stylos. Quand ils ont passé la cassette, la voix de Chloé disant « Elle me fait entièrement confiance », j'ai entendu quelqu'un halter au fond. Chloé s'est couvert le visage. Ethan l'a foudroyé du regard, la mâchoire serrée. L'empire de tromperie qu'ils avaient construit se fissurait là, en public. À un moment donné, l'avocat d'Ethan a essayé de me faire passer pour instable. Mademoiselle Hartman, vous viviez dans un box de stockage, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, parce que votre client m'a tout pris, et maintenant, il va en répondre. Les visages des jurés se sont durcis après ça. Le verdict est tombé 4 jours plus tard. Ethan Caldwell, 18 ans pour fraude, association de malfaiteurs et obstruction à la justice. Chloé Hartman, 12 ans pour parjure et complicité de dissimulation. Richard Caldwell, en attente de son procès, est décédé en détention avant sa condamnation. Quand le marteau est tombé, la salle d'audience a expiré. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise, les mains jointes, ressentant quelque chose de plus profond qu'une victoire, une libération. Après, Chloé a demandé à me voir. Contre mon gré, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de détention, séparée par une vitre. Elle avait l'air plus petite, les cheveux attachés, les yeux vides. Tu n'aurais jamais dû le découvrir, a-t-elle murmuré. Tu as toujours dit que j'étais trop naïve, ai-je répondu. Je suppose que j'ai fini par apprendre. Ethan, il a fait des promesses. Il a dit que nous serions riches. Il a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit la même chose un jour. Elle a alors pleuré, de vraies larmes de honte. Pour la première fois, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit doucement. Tu étais ma sœur. Je sais, a-t-elle sangloté. Et c'est ce qui rend les choses pires. Quand je suis sortie de cette pièce, l'air semblait plus léger. Dehors, le ciel était d'un gris pâle, la neige commençait à tomber, la même que celle qui avait recouvert la cabane le jour où je l'ai trouvée. J'ai incliné la tête en arrière, laissant les flocons piquer mon visage. Pour la première fois depuis des années, je ne fuyais plus. La justice avait enfin frappé à la porte, non par vengeance, mais pour la vérité. Et en m'éloignant de ce palais de justice, j'ai réalisé quelque chose que l'oncle Raymond avait toujours su. On n'a pas besoin de détruire les gens qui vous ont brisé. Parfois, il suffit de survivre assez longtemps pour les regarder affronter la vérité. 6 mois après le verdict, je me suis réveillée au son des oiseaux devant ma nouvelle fenêtre. De vrais oiseaux, pas les échos étouffés de la circulation ou le cliquetis métallique d'une porte de box de stockage. J'avais acheté une petite ferme près de Portland avec des volets blancs, un jardin envahi de marguerites sauvages et juste assez de calme pour enfin m'entendre penser. Le premier matin, je me suis assise sur le porche avec une tasse de café et j'ai regardé le lever du soleil. Ce n'était pas luxueux. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à moi. Le FBI m'avait viré le reste de la succession de l'oncle Raymond, les comptes, les parts de terrain, les droits miniers,
tout ce qu'il avait caché pendant des décennies. 74 millions d'euros. Un chiffre qui, autrefois, aurait semblé être un fantasme. Maintenant, cela ressemblait simplement à une responsabilité. Je n'ai pas acheté le luxe. J'ai acheté la liberté. J'ai créé une petite fondation au nom de Raymond, le fonds Espoir Hartmann, pour aider les femmes à reconstruire leur vie après une trahison, des abus ou la ruine financière. Chaque histoire qui passait nos portes me rappelait cette nuit froide dans le box de stockage, et comment parfois, tout perdre est le seul moyen de recommencer. Liam et Sophie me rendent visite tous les week-ends. La première fois qu'ils sont venus, ils se sont tenus maladroitement sur le porche, ne sachant pas s'ils devaient courir dans mes bras ou garder leur distance. Je me suis agenouillée, j'ai souri à travers mes larmes et j'ai dit, « Vous pourrez toujours rentrer à la maison avec moi, peu importe ce que l'on vous a dit. » Sophie a été la première à bouger. Elle m'a serré si fort que j'avais à peine de quoi respirer. Liam a suivi, calme, hésitant. Mais quand ses bras m'ont entouré, les années de silence entre nous se sont enfin brisées. Nous avons passé l'après-midi à faire des biscuits, à rire de mes tentatives ratées et à regarder de vieux dessins animés ensemble. Ce soir-là, Sophie s'est endormie sur le canapé.